Est-ce que vous connaissez Salinas? Alors, prenez San Francisco, descendez vers Los Angeles. Évidemment, on l'a fait, c'est magnifique, les corniches, les routes en falaise. On voulait s'arrêter à Big Sur, vous savez, Jack Kerouac. Mais juste un pont de 1920 s'était écroulé. Donc de Big Sur, demi-tour, revenir à Carmel, arriver à Monterey, et de Monterey, on vous dévie vers l'intérieur, rejoindre l'autoroute principale, la 1. Ben c'est là, Salinas. Des milliers d'hectares de salades, de laitue, toute la laitue du continent américain, toutes les salades César de tous les restaurants de tout le continent américain. Salinas, un enfer de salades. Sauf le centre-ville, au milieu, il y a quoi? Il y a le musée de John Steinbeck, parce que c'est sa ville natale. Pourquoi je vous parle de Salinas? Un petit peu en arrière de Monterey. Eh bien, on est le 31 mai 1961. James Allen Hendrix, 18 ans, est parti de Seattle en train. Il traverse Oakland, juste tout près de Berkeley, là où son père était venu le rechercher quand il avait 3 ans. Est-ce qu'il a une pensée pour ça? Peu probable. San Francisco, et puis 160 bornes, Monterey. Mais de Monterey, c'est les camions de l'armée qui vous emmènent au camp. Le camp s'appelle Fort Ord, O-R-D. Bah, c'est quoi Fort Ord? Oh, maintenant, il est désaffecté depuis les années 1970, partie parc naturel, partie centre d'expérimentation de ci, de ça. Il y a toujours des baraques, mais ça, comment on les appelle en américain? Les baraques. On appelle ça barracks. C'est le camp d'entraînement pour les recrues de l'armée. Alors lui, il n'a pas eu le choix. De toute façon, le service militaire dans son état, c'était obligatoire. Simplement, il y a cette condamnation pour voiture volée. Tu fais pas la prison? Ok. Parce que tu t'en vas à l'armée, contrat de 3 ans. Et ça va pas être simple à cause de ça. Il est venu avec sa guitare? Non, parce qu'il sait que les 8 premières semaines, c'est entraînement, 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 entraînement. C'est pas simple, c'est le genre, c'est célèbre évidemment, caporal qui les accueille. Vous verrez, si dans 3 semaines vous ne haïssez pas mon nom, c'est que j'ai raté quelque chose. Bon, après, c'est l'armée, comme dit James dans une lettre à son père, Hal. It's so and so. Bon, c'est comme si c'est comme ça. Tu manges ce que tu peux. On te donne pas le choix de ce que tu as à manger, mais tu manges 3 fois par jour. Ça, c'est bien nouveau pour lui. Mais son grand problème, en fait, quand tu arrives à l'armée les premiers jours, c'est que t'as pas de sous. On est fin mai, on te donne, quand tu arrives, 5 $ plus 1,50 $, mais qui garde vraiment au cas où. Tu as 6,50 $. La paye, elle viendra. On touche 55 $ par mois. Pour lui, c'est déjà énorme. Mais ce sera payé seulement que fin juin. Et puis entre-temps, il faut bien que tu payes des trucs toi-même. On a une grande lettre à son père où justement il lui demande quelques dollars. Hein. Et il sait bien que pour Al Hendrix, les dollars, ça pousse pas dans les ronces, comme là où il va passer sa tondeuse à gazon. C'est intéressant aussi parce que on découvre que Hendrix en fait écrit de la main droite. Alors, je ne sais pas trop, on n'a pas le détail. Est-ce qu'à l'époque, on ne laissait pas les gauchers s'escrimer pour l'écriture et qu'on leur apprenait de toute façon l'écriture droitière, alors que pour la musique, ça ne se posait pas. Mais bon, c'est important de penser à ça quand on verra ces manuscrits, ces poèmes. Il y a l'écriture de la main droite, alors que l'expression principale, c'est la main gauche. Alors, c'est quoi les dépenses pour lesquelles il écrit à son père ? Le mot pressing n'existe pas, c'est laundry. Mais rien que pour cette semaine, il a fallu que j'achète 2 sacs pressing, 2 sacs laverie, 2 sacs buanderie, ce que vous voulez. Enfin quoi, des sacs de linge sale, tu mets ton truc sale là-dedans et puis tu le récupères, donc il en faut bien 2 en alternance. 1 $ chacun. 2 cadenas, 80 cents chacun. 1 calot pour quand tu es à l'intérieur des bâtiments. 75 cents. 3 serviettes, 50 cents chacune. Papier à lettres et timbres, 1,75 $. On te fait payer la coupe de cheveux, figure-toi, 1 $.
et on lui vire tous les cheveux et on le rase. Non, c'est pas ça. Coupe de cheveux obligatoire, 1 $. Cirage pour les chaussures, 1,70 $. Et puis, ben non mon gars, t'as un peu de poil au menton, ça s'enlève. Donc, un rasoir, des lames de rasoir, 1,70 €, tes insignes, 50 cents, etc. etc. J'ai dit 1 €, c'est 1 $, hein, vous changez vous tout seul. Donc, résultat, il en a eu pour 10,60 € de dépenses, alors qu'on lui avait donné que 5 $ et qu'il est arrivé avec 0 $. Vous me direz, intéressant, pas intéressant, qu'est-ce que ça a à voir avec le gym? Ben si, parce que tu comptes, tu sais compter. Tu t'aperçois aussi que l'histoire des cheveux, ça, le travail, c'est ces petites choses. Puis ça contextualise. Qu'est-ce que c'est l'armée? Comment ça marche? Évidemment, ça marche partout pareil. Mais c'est quoi le contexte? En 61, ce sera la construction du mur de Berlin. 61, c'est aussi l'escalade avec Cuba. Vous savez, l'installation des missiles russes. L'invasion par la baie des cochons. 61, c'est là où Bob Dylan vient d'arriver à New York. Et cet été-là, ce sera précisément au moment des pires tensions avec Cuba qu'il y aura Masters of War. Donc un contexte qui est chargé quand tu arrives au service militaire. On sait que la Corée, Indochine, ça s'est à peu près calmé. Le Vietnam, c'est pas encore commencé, il s'en faudra encore de 2 ans. Mais cette pression due à la guerre froide, quand vous êtes militaire, que vous commencez en 1961, que vous êtes aux premières loges. Malgré ça, c'est quoi son but? Malgré ça, ce sera quoi son but? Se faire accepter dans une unité de parachutistes. Pourquoi? Un plaisir singulier à sauter de l'avion? Non, c'est plus simple que ça. Si tu es chez les paras, tu as 55 $ de mieux que la paye. Au lieu de 65, eh ben, ça fait 120. En plus, bientôt, il les touchera. Ce sera une période royale, l'époque où tu envoies des cadeaux à Seattle, etc. On n'est pas encore là. Il se passe quoi cet été? Ben, pas grand-chose. C'est quoi? C'est peler les patates, c'est faire des marches, des trucs, faire les pompes, tout ça. Bon. Mais simplement, il tient le coup. Il ne rentre pas à Seattle pour une permission qui sera rapide, c'est-à-dire qu'il y a au moins une journée et demie de voyage. T'es 4 jours sur place et tu repars pour faire 1 jour et demi. Et en plus, cet idiot-là, il va perdre le petit billet de bus donné par l'armée. Bon, ça, c'est les anecdotes, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il va faire à Seattle? Revoir beaucoup de copains? Non, il verra surtout la copine, Betty Jean. Il y a toute une correspondance avec sa chère Betty Jean, qui a son nom décrit sur sa guitare. Toutes les promesses et tout ça. Bon... Le destin en décidera autrement. Beaucoup de lettres au père aussi. C'est curieux pour nous, quand on ouvre les dossiers Hendrix, de voir en quoi cette correspondance au moment de l'armée crée une sorte d'entraînement, d'habitude, d'ouverture vers l'écriture. Et une écriture qui est autoréflexive, même si évidemment c'est toujours contrôlé par à qui on s'adresse, et c'est pas trop sentimental, sauf avec Betty Jean. En tout cas, en septembre, il est de retour. Le plus dur est passé. On fait de l'entraînement commando, des petites unités, des opérations de survie. Et c'est un drôle de pays, Monterrey. Il y a ces grandes plaines de Salinas, il y a une dernière barrière de montagne, et c'est le Pacifique. Et c'est violent, la mer, à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des patelins autour? Salinas d'un côté, Monterrey de l'autre. Il fera une équipée, paraît-il, à Monterrey, dans une perme, mais... Non, les baraques, elles sont là, dans le désert. C'est en novembre que ça y est, il a réussi. Physiquement, il est apte, il est recruté dans l'unité de parachutistes. Bah ouais, c'est un mec qui est grand, beau gosse, baraqué. Beau gosse, ça compte pas trop, mais grand et baraqué pour les paras, ça compte. Et là, je sais pas trop comment ils s'en vont, si c'est en train avec un ticket offert par l'armée ou si on les emmène... en camion. En tout cas, ça y est, c'est le mot Tennessee. Donc tu t'en vas loin dans l'intérieur. Tu reprends la route à l'envers des migrants de la ruée vers l'or et de la côte ouest. Et tu arrives, alors Nashville, c'est pas loin. Évidemment, dès le prochain épisode, ça va être Nashville, le centre de gravité. On est quoi?
On est 120, 140 km au-dessous, pas plus. Bon, je sais jamais trop entre les miles et les kilomètres, mais enfin, en tout cas, c'est à portée de boum boum, quoi. La ville s'appelle Clarkville. Et là, c'est les casernes de la 101e aéroportée. Division d'élite. Alors, ça veut dire quoi quand tu arrives? Il arrive à Fort Campbell le 8 novembre. C'est le 13, 5 jours plus tard, qu'il écrit à son père. Bon, ça y est, j'y suis, et c'est là que je voulais être, dans la 101e aéroportée. Et d'abord, il a fallu sauter de la tour 34 pieds, ça fait 11 mètres. Le 3e jour qu'on était là. Je croyais que ce serait une partie de plaisir. On était les 9 premiers parmi les 150 de notre promo. Quand j'ai commencé à monter les escaliers pour grimper le haut, bon, je prenais ça bien. Tranquille, quoi. Just taking it easy. Il y a déjà 3 gars qui ont renoncé une fois qu'ils ont été en haut de la tour. Ils te le disent. Tu peux t'en aller quand tu veux, à n'importe quel moment. Juste là, ils ont regardé le vide. Ils ont fait demi-tour. Quand je suis arrivé en haut, le gars qui était de service m'a planté le harnais, les 2 mousquetons, et il m'a crié dans l'oreille. « Allez, vas-y, tu sautes !» J'ai hésité une demi-seconde. Et le prochain truc que je savais, c'est que je tombais. Tout d'un coup, il n'y a plus rien que tomber. Tu es là, juste en dessous le câble, à te balancer. Quand je suis arrivé au sol, j'ai ramassé mes jambes, j'ai mis mes mains sur mon sac, le menton collé sur la poitrine, et je suis tombé sur la dune de sable. C'est ensuite qu'ils nous ont montré comment un peu mieux atterrir, etc., etc. Je traduis à la volée, évidemment, c'est plus simple. Donc, je repars toujours ma petite pendule. Mai 61, arrivé à Fort Ord, j'ai toujours du mal à le dire, près de Monterey. Septembre, première permission. Novembre, transféré à Fort Campbell, très loin de Nashville, un peu plus au sud, une ville qui s'appelle Clarkville. Le début de l'entraînement parachutiste proprement dit, la période faste avec $120 par mois au lieu des 65. Et le Jimmy n'a pas de guitare. Par contre, il y a un foyer pour les soldats. Évidemment, les soldats ont les choix. C'est pas forcément du bon matériel, mais il y a ça quand même. On peut supposer qu'il y a un piano, une batterie. En tout cas, dès ce mois de novembre 1961, on apprend que Jimi Hendrix, dans ses heures libres, est dans ce foyer et joue de la guitare tout seul dans son coin. En soi, est-ce que c'est une chose extraordinaire? Non. Mais passe un autre lui qui est dans sa dernière année d'armée. Il doit arrêter en septembre et maintenant il a été transféré un peu aux services généraux, administration, truc. Et le gars, il se plante là, dans la porte, parce que le gars, il est aussi musicien. Et tout d'un coup, ce qu'il entend, il dit, ouais, cette espèce de mélange avec, comme du John Lee Hooker. Il écoute un moment, il vient voir le gars, il dit, ouais, c'est balèze ce que tu fais, t'en as dans les doigts. Ils font connaissance. T'appelles comment? Billy Cox. Et Billy Cox, j'ai de plus en plus l'impression, puisque évidemment la relation qui se crée là, ce soir-là, dans la caserne, elle devient peut-être pas fusionnelle, mais en tout cas une sorte de binôme tellement solide qui va durer toute l'année de galère, ensuite à Nashville, et puis ensuite Eclipse, mais dans le deuxième experience, une fois que Noel Redding sera parti, que Mitch Mitchell aussi, il y a cette volonté de Hendrix de réaméricaniser son experience. C'est Buddy Miles, Billy Cox. Buddy Miles, qui veut prendre trop de place, sera éjecté. Et Billy Cox deviendra à nouveau une sorte d'assise mentale, psychologique pour les explorations de Jimi Hendrix. Alors Billy Cox, c'est un gars qui est de Virginie, donc l'Est américain. C'est un gars dont le background n'a rien à voir avec celui de Jimi. Sa mère était pianiste classique, excusez du peu. Mais en tout cas, dans votre enfance, il y a de quoi se former l'oreille. Et un frangin de la maman, lui, jouait du saxophone ou
dans l'orchestre de Duke Ellington. À nouveau, excusez du peu. Lui, Billy, a mis beaucoup de temps à choisir son instrument. C'est-à-dire que ça a été la trompette, ça a été le saxophone, essayé le clavier, etc. Ça veut dire aussi qu'il comprend les instruments de l'intérieur. Il les comprend en praticien. Mais pour lui, le déclic, ça a été la contrebasse. Alors, je ne suis pas assez jazz, c'est un nommé Ray Brown, qui est son idole. Je n'ai même pas été chercher en détail. Allez-y. Et puis, évidemment, Charlie Mingus. Et là, Mingus, Goodbye Pork Pie Hat. Bon, c'est les géants dont on est tous un petit peu redevables, quelque distance que ce soit. Billy Cox s'est mis à la contrebasse, et de là, évidemment, glisse à la guitare basse. Ça tombe bien, il y en a une guitare basse à côté. Et dès cette première rencontre, les deux commencent à jouer ensemble. On est au mois de novembre 61, ça fait même pas donc 8 mois qu'il est arrivé à l'armée. En janvier donc 1962, Jimmy écrit à son père en lui demandant de lui envoyer la Dan Electro, qui est en dépôt chez la chérie, chez Billie Jean. Et là, je crois que c'est à la fois l'inflexion et le déchirement. C'est-à-dire, tu reçois une guitare, c'est pas sa première. La première était perdue, disparue, remplacée donc par la Dan Electro, qui valait quand même dans les $70. On est dans une collectivité, tu la quittes pas, puis elle rentre pas dans les casiers pour lesquels tu as un cadenas. Ça veut dire que Hendrix, sa guitare, il la laisse toujours dans son lit. Là, c'est l'endroit le plus sûr. Et la nuit, ça veut dire que la guitare, elle est avec lui. Évidemment, commence quoi? Les humiliations, il y en aura. Alors, les humiliations, ça veut dire quoi? On lui a planqué la guitare, on lui a piqué la guitare. Tu veux qu'on te la redonne? Allez, tu vas t'agenouiller devant nous, et voilà ce que tu vas nous dire. Bizutage, le plus ordurier du bizutage. Ça veut dire quoi aussi? Si vous regardez la photo des copains de Jimi Hendrix dans sa promo de parachutiste, c'est blanc, c'est noir. À Seattle, est-ce qu'il a jamais fait une différence entre blanc et noir? Non, précisément ce quartier, Rainier Vista, c'est un des premiers quartiers mixtes. De toute façon, la misère égalise tout. Et tout d'un coup, on se retrouve, Fort Campbell, dans un état pour lequel la loi reste une loi d'exclusion noire. Ça va même en large partie conditionner la musique qu'ils vont jouer avec Billy Cox. Parce que les lieux qu'ils vont trouver pour jouer seront les lieux noirs, dans lesquels la musique blanche ne se mélange plus avec la musique noire. Tu joueras Muddy Waters, tu joueras Jimmy Reed, mais tu n'iras plus jouer du Cochrane, du Buddy Holly, etc. Ça, on va suivre toutes ces étapes. Mais en tout cas, Jimi Hendrix agenouillé. Si tu veux ta guitare, voilà ce que tu vas nous dire. Voilà ce que tu vas faire. Lui, il n'en fait pas des tartines. Mais après, ça peut plus être pareil. Alors tu continues. Il va faire 26 sauts en parachute de ce mois de décembre jusqu'au mois de mai. Ça fait quand même un paquet. Surtout que de saut en saut, c'est jamais la même chose. Tu vas plus haut en altitude. On te lâche avec le truc qui... tu fais de la chute libre, et puis le truc, tu le déclenches toi-même au bout d'un moment. Tu apprends. C'est un sacré apprentissage. Et un apprentissage qui n'est pas neutre du tout dans les joies, dans les sensations. C'est même, évidemment, là, tous les bouquins reviennent là-dessus, dans les interviews plus tard de Hendrix ou dans les lettres à son père. À quoi il est sensible? Aux sensations visuelles du saut, de la chute? Non. Il est sensible aux sensations auditives. Le vacarme de l'avion. Et puis quand tu sors... Et il les dit avec des onomatopées. C'est intéressant. Pas non plus là, surchargé. Par contre, l'humiliation, ça continue. Un type, quand tu peux t'en saisir comme bouc émissaire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. La prochaine étape, c'est quoi? Tu nous fais chier avec ta guitare. On t'entend trop. Pourtant, il joue sans ampli dans le soir. Mais le soir, tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Se mettre dans un coin et jouer, explorer. Une fois, il lui tombe dessus.
Alors ça tombe bien parce que dans la chambrée d'à côté, il a un de ses potes noirs aussi de Seattle. Et le gars, il a fait de la boxe. Et le gars, il entend ça à côté. C'est un de ses potes qui lui dit dis donc, ton petit pote de Seattle, là, dérouille ce soir. Bon, il y va. Et bam, bam. On n'emmerdera plus Jimmy physiquement. Mais cette espèce de loi physique, de loi de l'éviction de celui qui est différent, paradoxalement, ce paradoxe n'a pas été tant souligné que ça dans toute la Bible hendrixienne, c'est ça qui va lui donner, disons, le petit fil de sortie. Alors avant qu'on sorte et qu'on bifurque, parce que ça va aller vite, ça va être là au mois de mai, ça va être juste là, ou en juin, je sais plus, mais enfin en tout cas, à peine un an passé, alors qu'il a signé pour 3 ans et qu'il a une peine de prison. Ça veut dire que s'il démissionne de l'armée, tu fais quoi? Eh ben, tu payes ta peine de prison pour l'accusation de bagnole volée à Seattle. Donc ça se prend au sérieux. Tu n'arrêtes pas comme ça. En tout cas, au mois de janvier, il reçoit la Dan Electro. Dès lors, avec Billy Cox, alors la première chose, par exemple, c'est il y a un batteur. Ils sont des centaines sur cette base. Peut-être des milliers sur cette base. On est dans la guerre froide, je le rappelle. Des musiciens, tu en as forcément. Donc on trouve un batteur, on trouve un pianiste. Il y a un type aussi, un saxophoniste, chanteur. Il apparaît même qu'un autre guitariste va venir et que cet autre guitariste, il est officier, donc ça va faciliter pas mal de trucs. Et on est 5 à se produire. Alors où est-ce qu'on se produit? Eh bien, dans le patelin d'à côté, tu as un club de vétérans de l'armée. Tu vas jouer au club de vétérans. Et puis, il y a d'autres bases dans cette région centrale des USA, qui reste toujours un lieu, c'est au centre du pays, c'est protégé. Eh bien, tu vas dans les autres bases. Et pour qui tu joues dans les autres bases? Eh bien, tu joues pour les Noirs, les militaires noirs. Tu joues plus pour le public mixte, mais en même temps, tu joues. Il y a ça aussi qui est intéressant à regarder, c'est que les casuals, comme ils s'intitulent, K-A-S-U-A-L-S, à mesure qu'ils commencent maintenant à jouer, à répéter tous les jours, qu'on leur concède probablement quelques heures ou relâchement de discipline, parce qu'on sait que ces gars sont tout le temps sur les bases et que chaque semaine, ils vont aller jouer dans les autres bases militaires, donc une sorte de légitimité, eh bien, ils resteront les plus fous. C'est-à-dire qu'on va jouer en trio. Pour la première fois, un batteur, Billy Cox à la basse, et Jimmy avec sa Dan Electro. Alors bien sûr, on est dans un épisode long, et je m'en excuse, mais on a fait le plus dur. Ce qu'on sait, c'est que pour Jimi Hendrix, maintenant, même à l'armée, il n'y a plus que la musique. Au point que quand il est arrivé et qu'on voit les dossiers, les demandes, profession, étudiant. Alors que ça fait bien 1 an qu'il avait ripé les galoches des dernières années de lycée. Et maintenant, quand il remplit des demandes ou des dossiers, il marque musicien. Et on a 2 choses à rajouter pour finir. Elles vont être la récompense. La première, c'est justement ça qui, je pense, n'a pas été peut-être regardé d'assez près. On nous dit qu'à son 26e saut en parachute, Jimi Hendrix s'est cassé une cheville et a bénéficié d'une libération anticipée. Simplement, dans le dossier médical, il n'y a aucune trace d'une cheville cassée. Parce qu'on peut négliger un dossier médical à l'armée, à la 101e division aéroportée? Non. La preuve, c'est qu'on a toutes les autres consultations de Hendrix. Auprès des médecins de la base, du psychiatre de la base. Alors pour ceux de ma génération, quand on était service militaire obligatoire, etc., les 3 jours, P4, on connaît, on a encore le bruit. C'est-à-dire, tu supportes pas, tu vas dire que c'est dans la tête que ça va pas, que tu supportes pas. Jimi Hendrix, il va tenter le coup, comme ça. Et c'est pour ça que je dis que ces humiliations,
Ces choses entre hommes, entre mecs, avec toute cette violence, tout ce qui suppure, puis tout ce qui doit grouiller aussi dans les choses obscures. C'est ça qui va lui donner le fil. C'est pas des choses qui sont loin. Pensez là, en plein air Trump, les lois qui vont dans un sens et dans l'autre sur la question est-ce qu'on peut être transgenre et être à l'armée américaine? C'est pas des choses qui sont vieilles, c'est pas des choses qui sont finies. Lui, il va jouer là-dessus. Il va aller voir le psychiatre, il va dire « J'en peux plus de mes pulsions. Je n'arrête pas de regarder mes camarades. Je n'arrête pas d'éprouver du désir pour mes camarades. Bon, c'est bien, gars, ça se calme un peu. Tiens, prends ce truc-là. Bromure ou je sais pas quoi, ça va passer. » Puis 15 jours après, il revient. J'en peux plus, je les regarde la nuit. J'ai une obsession pour la masturbation. Je prononce le mot un peu de travers parce que YouTube les détecte dans les machins et nous bloque les trucs. Je fais ça tout le temps. Bon, on va monter un peu la dose. Et tout ça, c'est marqué dans les consultations. Puis il revient une troisième fois. Là, on fait un examen plus approfondi. Lui, ce qu'il dit en se marrant, c'est que, oh là là, chaque fois qu'il me touchait le dos, qu'il me touchait les vertèbres, là, je faisais, oh aïe aïe aïe, oh aïe aïe aïe, oh aïe aïe aïe. Et il sait faire, puisqu'il apprend à chanter quand il est en trio. Jimmy, il aime pas chanter, mais il faut bien que quelqu'un chante, donc la formation, elle se fait aussi depuis longtemps. Bon, en tout cas, suite de consultations comme ça, et c'est le psychiatre qui va signer l'ordre de libération anticipée. Il y a des tabous dans l'armée américaine. Et celui-ci de tabou, c'est le principal. On ne peut pas supporter l'homosexualité. Donc il suffit de prouver, il n'a pas dû être le seul, Hendrix, à tirer sur cette corde-là. T'as l'obsession de sexualité avec tes camarades. Bon, écoute, nous on veut garder la paix ici. T'es bon parachutiste, t'es baraqué, mais et c'est quoi l'enjeu pour Jimmy? C'est que s'il se tirait de l'armée, s'il dénonçait son contrat en disant c'est bon, je vais gagner ma thune comme musicien, mais la prison qui l'attend. Il y a l'histoire de voitures volées et il a signé pour 3 ans. Alors ça doit pas être facile, toute cette période où on peut supposer qu'ils sont un peu tranquilles avec Billy Cox. On peut supposer que, puisque maintenant ils vont jouer pour les vétérans, vous pensez? Ils vont jouer dans toutes les bases de la région, et c'est pas ce qui manque, et toujours pour les soldats noirs de ces bases. Donc je suppose qu'on les embête pas trop, et que le local de répétition, là où il y a la batterie, où il y a les trucs, on leur fiche la paix. C'est The Caswells. Et The Caswells, c'est le groupe de la base qui les illustre tous. Et puis en même temps, il y a les sorties du week-end. Les sorties du week-end, c'est à Clarksville. C'est le bled sur place. Mais sur place, on va jouer au Pink Doodle, par exemple, tout le temps. Et donc The Caswells est un groupe maintenant qui fonctionne. Ça, je pense que c'est la dernière phase. Disons avril, mai, juin 1961. Et finalement, au mois de juillet, James Allen Hendrix obtient une libération anticipée pour des douleurs. Oh là là, oui, c'est même mis des fois des bandes sur les chevilles pour bien montrer que tout ça. Mais c'est le psychiatre qui le libère. Il a bien joué son truc. Ce matin-là, il se retrouve dans la porte de la caserne. Une guitare à la main pour faire poète et être bien dans l'image? Non. Figurez-vous que sa Dan Electro, il l'a revendu à un type de la caserne. Bon, $25, quelque chose comme ça. Tu fais quoi? Bah, tu rentres chez ton père. Il y a Betty Jean qui t'attend. Tous ces derniers temps, il s'est beaucoup écrit avec Betty Jean. Il lui a même demandé de le rejoindre à Fort Campbell, qui pouvaient vivre ensemble, qui avait l'armée, le salaire de l'armée, et puis la musique à côté. C'est les parents de Betty Jean qui ont refusé. Finis quand même ton année d'études d'abord. Et ben, du coup, il se passe quoi ce jour-là? L'armée lui a donné le solde de tout compte. Il a sur lui $400. Il n'a jamais touché, il n'a jamais eu en sa possession, matériellement, pareille somme. À Clarksville, tu bois un coup et il y a des gars qui te reconnaissent. Waouh, libéré! Paye ta tournée. On paye la tournée.
Puis une autre, enfin franchement, avec tout cet argent, figurez-vous que au matin, après la nuit blanche, il lui reste combien des 400 $? Il lui en reste 16. 16 $. Catastrophe. Premier truc, je vais écrire à Al Hendricks, à Seattle, en lui demandant d'urgence de m'envoyer un peu d'argent. Puis après, bascule dans la tête. Et merde, le paternel, il va dire, mais il me demande de l'argent pour revenir, mais il a sa solde, il a sa dernière solde, il a le solde de tout compte. Il y a de l'argent qui tombe là, peut-être même qu'il sait déjà que la somme, ça doit être dans les 400. Et le Jimmy, ça le terrorise. Mais comment je peux demander de l'argent à mon père? Qu'est-ce qu'il va me dire si il apprend que de 400 $, au terme de la fiesta, il n'en reste plus que 16? Alors il dit, je vais rester un jour ou deux, je vais rester le temps de me refaire et je repartirai à Seattle. 16 $, ça suffit pas pour partir à Seattle. Qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner sa vie? D'abord, il a même plus de guitare. Vous savez quoi? Il revient à la base. Comme la journée a passé dans ses atermoiements, ces trucs, il y arrive le soir. Il va dormir là, en juillet, dans le Kentucky. C'est pas si difficile. Il va dormir dans un champ juste à côté de la base. Puis le matin, il va voir le type là, à qui il a vendu sa guitare. Vous savez, il lui dit, je te la rachète. Non, il peut même pas. Il a que 16 $, il lui a vendu 25. Il lui dit, écoute, je te l'emprunte et je te la ramène. Il a vendu sa Dan Electro. Mais cette fameuse guitare qu'il a repeinte, sur laquelle il mettait des plumes, sur laquelle il a calligraphié le nom de Betty Jean, je suppose qu'il l'a enlevée pour la donner au gars, sa guitare. Alors, de juillet jusqu'en septembre, le moment où Billy Cox, lui aussi, sera libre, ça va être une drôle de vie. Tu restes à Clarksville. Vous savez la chanson de Bob Dylan, Stuck Around in Mobile, with the Memphis Blues again. Oui, c'est Stuck Around in Clarksville. C'est un peu moins poétique. Évidemment, il y a la vieille bagnole de Billy Cox. Tu pourras toujours dormir dans la bagnole. Et évidemment, il y a les petits gigs qu'on va pouvoir faire le samedi. Au Pink Doodle, il va jouer, il va fricoter avec 2-3 groupes. Avec une guitare, Jimi Hendrix, il arrive toujours à se débrouiller. D'ailleurs, on apprend que cette fameuse Dan Electro, 25 $, je ne sais pas le détail, personne ne nous l'a jamais donné. Mais elle finit chez le marchand d'occasion de Clarksville. Pawn, c'est-à-dire une espèce de dépôt-vente, quoi. C'est-à-dire tu amènes la guitare, on te donne 3 sous, et ça, ce sera dans les mois, les années à venir, ça va être permanent chez Hendrix. Tu n'as plus de sous, tu poses ta guitare. On veut de toi pour un concert, donne-moi les sous que j'aille chercher ma guitare. Bon, là, ça va commencer, à Clarksville. Parce que la Dan Electro, elle est au bout, puis c'est du bricolo. C'est quelque chose qui ne convient pas au musicien qu'il est devenu. Alors, à Clarksville, il va acheter une Ibanez. De cette Ibanez, on n'a aucune photo. Une guitare sérieuse parce que la preuve, c'est qu'il la paye 90 $. Évidemment, il a pris un crédit. Évidemment, quand arrive la première échéance du crédit, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène l'Ibanez. Donc on sait que pendant environ 3 semaines, il a joué sur une belle Ibanez. C'est Billy Cox qui va sauver la mise. Lui, il a son salaire de type qui va bientôt être libéré, de type de la base aérienne. On achète une Epiphone. L'Epiphone Whiteshire. C'est un beau modèle. Il y a 2 micros, il y a donc volume et tonalité sur chaque, il y a les 4 potentiomètres de légende, il y a le petit commutateur à 3 positions. On appelle ça quoi? On appelle ça la Gibson du pauvre. Ça n'empêche pas que des types comme John Lee Hooker ou autres jouent sur des Epiphone Whiteshire alors qu'ils pourraient très bien s'offrir eux aussi une Gibson, une SG, que copie un petit peu l'Epiphone, qui est maintenant une sous-marque de Gibson d'ailleurs. Alors celle-ci, paraîtrait qu'on la paye dans les 65 $, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être celle qui va l'aider à redémarrer. Et nous, on démarre dans le prochain épisode, une fois que l'ami Billy Cox, lui aussi, va sortir de la caserne. Mais cette histoire de libération anticipée, ce qu'on porte en soi dans ce contexte très gris et dur de la guerre froide, dans la découverte de ce que c'est que la ségrégation raciale,
dans ces États du Sud. Ce qu'on portera en soi toujours du risque de sauter dans le vide, de la pure joie physique à la chute libre du parachute. Et puis, cette dureté, c'est-à-dire cette question de l'excès. Vous aviez 400 $, et le lendemain, t'as plus rien. Et c'est Betty Jean qui s'évapore, avec les 384 $ manquants. Et tu dors dans une vieille bagnole, parce que t'as rien d'autre. Et t'as même plus les repas du mess de l'armée. Par contre, t'as une guitare. À toi de t'en servir. Nashville n'est pas si loin. Ce sera ça le prochain épisode. Vous voyez que ça valait le coup d'y regarder en détail. Enfin, vous là, qui êtes restés, merci.